Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters pour le top de l'année 2018. Je sais que vous aimez ça, je sais que vous aimez les tops, hein, mais ça va, moi aussi j'aime bien les tops, il n'y a pas de quoi avoir honte à faire style, non mais moi je regarde pas que les tops sur YouTube, j'aime bien aussi les vidéos construites, allez arrête, on sait que t'aimes bien les tops. Et ma voix va être un peu cassée parce que hier je suis allé voir le Wrestling Kingdom 13 dans un pub. Je suis allé voir ça là, et t'en as chier. Et j'ai un peu picolé. Et du coup, voilà, je suis un peu fatigué, mais bon, il faut bien quand même travailler, tourner des vidéos, tout ça. Donc on va faire ça. C'était pas mal, ce pay-per-view c'était pas mal. Le Bullet Club a gagné 2 matchs sur 3, c'est pas mal. Et pour le coup, du coup, on va décorer un petit peu. On va mettre un peu de pub pour le Bullet Club. Donc ça c'est Tamatonga, même s'il a perdu son match parce qu'il était sous. Aïe, il était ivre mort. Ouais, on va mettre ça. Parce que je veux pas spoiler le Wrestle Kingdom à ceux qui l'ont pas vu, tu vois. Donc voilà, on met les t-shirts comme ça, on s'en fout. Hein. De toute façon, c'est pas... est-ce qu'on met les Young? Si vous êtes fort, vous pouvez me dire pourquoi je n'ai pas à mettre les Young Bucks. On va laisser par terre ça. Voilà. Là, c'est bien décoré. Là, on est beau. Et on va commencer à voir l'année 2018 en revue avec les concerts. Alors, j'ai vu beaucoup de concerts cette année. J'ai vu au moins 10. Alors, je fais plus trop de concerts qu'avant parce qu'il y a toujours... toujours les mêmes groupes qui passent, hein, c'est un peu con de dire ça, mais bon, c'est vrai, donc il y a pas mal de groupes, les trucs à la Sodome, les Destructions, je les ai vus 4-5 fois, ça sert à rien que j'aille les revoir, donc voilà, tous les concerts que j'ai fait, donc, il y en avait qui étaient sympas en général, hein, Slayer bien sûr, qui était bien cool, hein, faut le savoir. Et on va directement aller dans le top 3 de mes meilleurs concerts, donc ça on s'en fout, hein, voilà. Et pour la troisième place, c'est deux groupes qui sont ex aequo, Orphan Land et Epica. Orphan Land, je sais pas si vous avez suivi le podcast, mais regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que seul sacrifice pourra déchiffrer ce ticket. Voilà, j'étais à Osaka pour voir Orphan Land et c'était très bon. Donc, le concert lui-même était bon avec Miwatz en première partie. Et ça me rappelle un petit peu ce petit séjour au Japon. Je ne vais pas en dire plus. Vous pouvez cliquer par là pour aller écouter un live report beaucoup plus élaboré concernant ce très bon concert. Et puis après, on a Epica. Donc Epica, vous savez, je suis un gros fan d'Epica. C'était la première fois qu'il passait en Irlande. Vous imaginez Epica qui passe en Irlande pour la première fois. Et c'est là où ça rejoint un peu ce que Seth disait. C'est que Dublin, c'est une capitale, mais c'est un peu la capitale des paysans, quoi. Donc il n'y a pas grand... Enfin, on a quand même des concerts, mais il y a beaucoup de groupes qui boudent Dublin. En général, ils font souvent Belfast et c'est tout, mais Dublin, ils viennent pas. Pourtant, il y a un public. Epica a fait presque sold out et c'était un des meilleurs concerts d'Epica que j'ai pu voir, si ce n'est le meilleur. Alors, le son était excellent, la lumière était très belle, le groupe toujours à fond. Je commence à voir la voix, vous voyez, la voix qui commence à partir en... La setlist était excellente. Alors, il faut savoir que moi, je suis toujours satisfait des setlists d'Epica. Et c'est pas comme... des fois, on a des groupes qu'on aime bien, qu'on adore même. On va aller voir un concert, on se dit, ouais, ce morceau, il est bien, mais ils en ont un autre de meilleur. Ils auraient pu le rajouter. Non, Epica, j'apprécie fortement tous les morceaux. Donc, chaque setlist qu'ils vont faire, j'en ressors assez ravi. Et le gros point positif de ce concert, c'était le public. Parce que le public d'Epica... c'est un peu des Mongoliens, faut dire. Hein. Donc c'est des jeunes, voilà, on fait la fête, des circle pit, des pogos, des slams, enfin c'est n'importe quoi le public d'Epica, franchement. Que ce soit en France ou à Londres, c'était pareil. J'étais dégoûté à Londres parce que c'était nawa, quoi. Même à la Warzone ou Hellfest, ils font pas des trucs comme ça, les mecs. Et pourtant, là, en Irlande, le public était calme, donc pas de pogo, pas de slam, pas de wall of death, pas de circle pit. Et pourtant, ce connard de Mariansen, qui est très sympa, Mariansen, faut le savoir, il arrêtait pas de demander, ouais, faites des circle pit. Et les Irlandais ils étaient là, pourquoi? Ils buvaient leur bière. Et c'est très bien, voilà, très bon concert d'Epica. En seconde position, Therion à Dublin. Donc Therion, c'est toujours quelque chose d'assez magique leur concert, hein. Donc plein de charisme, plein de professionnalisme et très très beau à voir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Therion et ils m'ont un peu rappelé toute cette magie et tout cet amour que je leur portais. Et j'ai été ravi de voir que le groupe arrivait à faire naître en moi des sensations comme c'était le cas il y a 5 et 10 ans. Et ça fait toujours plaisir de voir Therion. Et en première position, on va mettre un grand groupe de heavy metal, Iron Maiden, que je suis allé voir à Newcastle. Alors je ne voulais pas participer à la tournée
à la base, mais j'ai un bon pote à moi qui se reconnaîtra, qui est allé voir la Vierge de Fer à Paris, et il en est ressorti vraiment sous le choc, on pourrait dire. Il m'a dit que c'était son meilleur concert, et il faut savoir que ce mec, il est dans le métal depuis longtemps, donc il est bien rodé en matière d'albums et surtout de concerts, donc l'entendre dire qu'il avait vu là son meilleur concert, meilleur concert de toute sa vie métallique, eh bien je me suis dit, bon, il faut vraiment là que tu ailles voir. Allez, à Dublin, Newcastle, c'était 30 € aller-retour, les hôtels c'était pas cher aussi. J'y suis allé avec une pote et on a bien fait parce que c'était un excellent concert. Les décors étaient somptueux, je vais mettre quelques photos. Ils étaient somptueux, mais ils ne cachaient pas le groupe, hein, parce que des fois, tous ces décors, tout ce show, ça peut être un peu un cache-misère parce que le groupe ne sait pas quoi faire sur scène, ils ont plus autant de charisme, ils sont fatigués ou quoi, mais ce n'est pas le cas de Maiden. Le groupe est toujours aussi rempli d'énergie. Bruce Dickinson en tête, bien sûr. Et au niveau de la setlist, c'est que rien à dire. C'était une setlist un peu best-of qui m'a bien plu. Voilà, j'ai pas, à part The Clairvoyant qu'ils auraient pu jouer, voyez là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. The Clairvoyant, ils auraient pu la jouer à la place d'un autre titre, parce que c'est ma chanson préférée de Maiden. Si vous avez vu mon top 20, vous le savez. Mais après, voilà, j'ai vraiment pas à râler sur la setlist. Ça a commencé avec Isis Eye. Alors, il faut voir comment ça va commencer. La chanson commence. Et là, t'as un putain d'avion qui sort de derrière la batterie avec Bruce Dickinson qui saute en même temps que l'avion surgit de derrière le kit de Nico McBrain. Vous imaginez quand même, un avion. On a eu The Clansman, on a eu For the Greater Good of God, The Evil That Man Do, Hello Bazaname et pas mal de titres vraiment excellents. Et comme vous voyez, ils ont même pas boudé la période de Blaze Bayley. Il y a eu quoi aussi? Il y a eu Sign of the Cross qui est très très bonne, chantée par Bruce Dickinson, par Blaze Bayley. Ouais, mais par Bruce Dickinson, c'est excellent. Voilà, c'était un merveilleux concert d'Iron Maiden. Si vous connaissez la réputation du groupe sur scène, vous savez de quoi je parle. Si vous les avez vus sur cette tournée, vous savez de quoi je parle. Et ce groupe fait taire tous les détracteurs, les mecs qui disent « Ouais, c'est des vieux groupes, ils sont fatigués, ça sert plus à rien d'aller les voir, nanana. » Je dis « Non. D'un côté, il y a Ozzy Osbourne, Metallica et tous les autres qui n'arrivent plus à faire les chansons qu'ils ont fait auparavant ou qui arrivent sur scène à moitié morts ou drogués ou sous cocaïne, ils font n'importe quoi. » Et de l'autre, il y a Iron Maiden. Et ça, il faut le savoir, ça fait plaisir. Et je vais vous montrer, pour finir ça, j'ai attrapé un Mediator. Alors ça, c'est ma petite boîte pour les Mediator. Mais j'ai toujours chiant à ouvrir. Et avant de passer dans le top 10, je vais rapidement parler des déceptions. Alors il n'y a pas eu énormément de déceptions. Je pense que la plus grosse déception, ça vient de Primordial. J'ai écouté les titres qui étaient en preview, ils m'ont pas emballé. J'ai écouté l'album, ça m'a vraiment pas emballé. Et si je peux parler d'ailleurs d'un concert qui m'a déçu, c'est bien Primordial, où je me suis barré avant la fin du concert tellement je trouvais ça naze. En fait, ce son était pourri, Alan était bourré sur scène, il oubliait des couplets. Enfin, mais c'est surtout à cause du son. Voilà, quand on a un groupe qu'on adore, j'adore Primordial, et qu'on n'arrive pas à différencier les chansons les unes des autres, il est temps d'aller dans un pub pour écouter de la musique avec un son cool, quoi. Donc Primordial et aussi Harakiri for the Sky. Donc Harakiri for the Sky, j'avais été charmé par les chansons qui étaient en preview justement, et j'avais en plus acheté la jolie édition limitée avec la boîte et puis le zippo, le pins. D'ailleurs le zippo et le pin, je les ai filés à Mario Moloch parce que moi je m'en fous un peu. Mais c'est un album qui s'écoute et qui disparaît. Donc j'ai rien retenu de l'album. C'est la fumée de clope qui s'évapore dans la brume hivernale et matinale du Connemara. Voilà, vous soufflez votre fumée, vous savez plus où elle est, elle a disparu. C'est pareil pour Harakiri for the Sky. Et c'est pas très bon signe quand on écoute un album et qu'on termine l'album et qu'on se dit ouais bon alors qu'est-ce qu'il y a eu, je sais pas. Bon. Dommage. Si j'étais méchant, j'aurais tendance à dire que la seule chose de bien de cette édition limitée, c'est la boîte en fer qui est très jolie, qui me permet de ranger mon thé au boulot. Peut-être t'es là, toi. Bonjour. Tu reviens comme ça, tu préviens pas, tranquille. J'étais à Paris avec les gilets jaunes. Non, mais t'inquiète, t'as du thé, t'as des gâteaux, sers-toi, tu vas m'aider à filmer, quoi. Non, ça c'est des tablettes pour mettre dans les chiottes. Mais ça se mange, ça. Et on commence le top 10 avec Therion Beloved Antichrist qui nous a sorti un gros pâté, hein, vraiment 3 CD, 3 heures de musique. Et c'est peut-être ça qui a un peu
décourager les fans et les auditeurs, c'est le fait d'avoir ce gros bloc musical qui en plus est beaucoup plus axé opéra que métal, donc on a vraiment un élément symphonique, les éléments symphoniques qui sont poussés en avant avec des belles voix, là il n'y a pas de souci, il y a toujours tous ces choristes vraiment somptueux chez Therion, mais c'est beaucoup plus métal, il y a beaucoup moins de guitare, on a l'impression, où elles y sont, mais elles sont un petit peu en retrait. Et ça, les gens, ils n'ont pas trop aimé. Et pourtant, ils auraient dû s'en douter, parce que Therion a toujours fait évoluer son style, tout en gardant une même base. Et Christopher Johnson est toujours le premier à se prendre des paris assez risqués. On se souvient des Fleurs du Mal. Et bon, ça passe ou ça passe pas. Et c'est vrai que les Fleurs du Mal avaient été accueillies de façon un peu mitigée. Moi, j'avais vraiment adoré. Et c'est la même chose pour Beloved Antichrist. Personnellement, j'ai vraiment apprécié l'album. J'ai apprécié ce pari. Et même si j'avoue qu'il est très très dur de digérer cet album, 3 heures de musique, si vous voulez l'écouter en une traite, c'est long, hein. Surtout que comme j'ai dit, c'est beaucoup plus opéra que métal, donc il faut avoir une oreille un peu experte, on va dire, pour comprendre ou apprécier ce genre de musique. Alors attention, je ne dis pas que c'est de l'opéra, je ne veux pas froisser Norbert, mais voilà, je pense que c'est pas un album qui est donné à tout le monde. Moi en tout cas j'ai bien aimé, et il mérite une petite place dans ce top 10. Alors pour la 9e position, par contre, on a Judas Priest, Firepower, et là ça a mis tout le monde d'accord. Donc ça c'est les pionniers qui font du bon vieux heavy metal, du bon heavy comme on l'aime, avec des guitares qui ont vraiment un son très très métallique. Les titres sont inspirés, et ça marche très bien, ça marche très bien. Je ne vais pas plus loin, de toute façon tout le monde a dû écouter cet album, j'ai pas trop vu de critiques négatives par rapport à Firepower, et il n'en mérite vraiment pas. C'est vraiment du pur Judas Priest, et c'est un régal de voir que le groupe est toujours aussi en forme. Huitième position pour Sulphur Iron, The Sight of Cosmic Chaos. Sulphur Iron que j'adore depuis que je les ai découverts avec le second album. Et si je peux dire une chose d'entrée de jeu, c'est que ce troisième album ressemble pas mal au second. Donc on est dans la continuité de ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire on a un death metal qui est très obscur, très mystique, qui rend parfaitement hommage aux écrits de Lovecraft. Une fois de plus, la pochette est très belle, sans pour autant égaler celle du second album, qui est pour moi une merveille. Un album qui est donc très différent du premier opus, que je pense apprécier plus que les autres. Donc je rejoins le camp de Mathieu des Chroniques de l'Underground et de Maxwell Dragon. Je pense que tous les deux, ils préfèrent ce premier opus, qui est beaucoup plus underground et beaucoup plus abyssal. Le son de guitare est quelque chose vraiment assez particulier, il y a une espèce d'écho très, très abyssal et vraiment très appréciable. Mais bon, on a vraiment un très grand album ici, donc si vous avez apprécié le second, comme je l'ai dit auparavant, il n'y a aucun souci. The Sight of Cosmic Chaos, vous allez vous régaler, il y a de très bons titres dessus. Mon préféré c'est The Summoning of Nyarlathotep, je ne sais pas si j'écorche le nom du dieu ou pas, je vais être maudit. Nyarlathotep, c'est ça, voilà. Donc c'est vraiment mon titre préféré. Il y a un passage au milieu de la chanson qui rend un peu fou, un riff qui s'accélère. Et c'est vrai que la première fois que j'ai écouté cet album, j'étais au boulot en train de travailler tranquille. Et on travaille au bord de la mer, quoi. Un building au bord de la mer. Et quand ce riff est arrivé, ça m'a rendu fou. J'avais limite envie que, comme il faisait gris en plus, que le ciel devienne encore plus gris, voire noir, avec des éclairs rouges dans tous les sens, et que la mer se retire, et qu'il y a un tsunami qui arrive et qui nous tue là.
5e position pour Amorphis avec The Queen of Time. Alors c'est un album qui a énormément plu dans le métal cette année. Il est premier de Metal Storm, il est second avec un point de différence par rapport au premier sur Metal Archive. Je crois que le premier c'est Visigo, il me semble. Et en général, les gens sont vraiment satisfaits de cet album. Mais j'avoue que la première fois que je l'ai écouté, j'ai été un peu déçu parce qu'il arrive après Under the Red Cloud qui me semble beaucoup plus inspiré, beaucoup plus prenant et beaucoup plus puissant. Mais bon, je vais pas trop bouder mon bonheur, le bonheur que j'ai eu en écoutant cet album, parce que je l'ai écouté quelques fois. Il y a des titres comme The Bee ou Among the Stars qui sont passés en boucle chez moi ou dans mon MP3. Et on a toujours là le style typique d'Amorphis. Donc Tommy Johnson est vraiment énorme, on a ces très belles mélodies, et comme d'habitude, Amorphis fait le boulot, hein, voilà, faut le savoir, Amorphis fait le boulot. Sixième position pour Marius Danielsen, Legends of the Valley Doom, Legend of the Valley Doom Part 2. C'est très long à dire. Alors c'est un opus de heavy mélodique assez sympa. Donc Marius Danielsen, c'est un petit Norvégien, qui est allé un jour au bout d'une quête. Il a trouvé le grimoire avec toutes les recettes pour faire le parfait heavy mélodique, le parfait power mélodique avec l'heroic fantasy et tout. Eh bien, il a étudié ce grimoire et il a fait ses albums. Donc c'est très bon, c'est du power mélodique qui respecte à merveille les codes du genre. Alors sur l'album, il y a du bon et du moins bon, je pense notamment à certaines ballades qui sont un peu longues, tout ça. Mais bon, là aussi on retrouve de très belles mélodies, que ce soit au clavier, aux guitares, des refrains qui sont fédérateurs et des titres qu'on a envie de réécouter, qu'on a envie d'écouter avec les amis, qu'on a envie d'entendre en live. Et ça a été une très bonne découverte. Donc j'ai trouvé ça au hasard sur YouTube, c'était plutôt pas mal. Le 6ème de mon top 10, donc c'était plutôt pas mal. Cinquième position pour un groupe français, puisqu'on retrouve Malambra avec Malamort. Alors, j'ai fait une chronique dessus, donc je vais mettre un lien, je vous invite à aller voir cette chronique où je vais parler un peu plus de l'album, mais rapidement ici. On attendait en Finlande depuis des années, à tel point qu'on ne l'attendait plus d'ailleurs. C'est du très bon folk, très bien fait, avec honnêteté, avec passion, et ce qui manque beaucoup dans cette scène, enfin, dans toutes les scènes vous me direz, mais ça fait plaisir de voir un groupe avec une telle qualité, une telle passion dans la musique. Donc ouais, l'attente en valait la peine.
Ah, mais pourquoi tu montres pas les albums de Therion et de Judas comme les autres? Non, mais si, je les ai, les albums de Judas et de Therion. Mais le truc, c'est que t'as vu, je suis sorti là pour mettre les poubelles dans les poubelles. Et il a plu, donc t'as la boue. Et la boue, c'est passé sous les dalles. Et comme ça a déchaussé le truc là, ça c'est des herbes, après ça pousse entre les. Oui, mais en fait, tu les as pas achetés, c'est ça. Ouais. Non, ouais, j'ai pas acheté Therion et Judas. J'ai écouté sur YouTube. En plus, ça va, vous faites, on fait tout ça, hein, c'est bon, on peut pas tout acheter aussi. Moi, j'ai peut-être pas acheté tous les albums que j'ai écoutés, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et par contre, je supporte le Bullet Club parce que j'ai plein de t-shirts. Aïe aïe aïe. Ça, c'est vraiment une déco inspirée. Et c'est pour vous, pour que vous voyez un peu comment je décore. On va regarder un peu là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la bagarre là derrière. Aïe aïe aïe. Aïe 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 la chaise. Kenny Omega, on t'oubliera pas. On t'oubliera pas Kenny, merci pour tout ce que t'as fait. Non mais ça déconne, si vous aimez le catch, il faut regarder la New Japan Pro Wrestling. Franchement, si vous aimez le catch et si le côté soap opéra de la WWE, le côté des gamins, les gentils, les méchants, un peu trop prononcé, ça vous gave, il faut vraiment regarder la New Japan Pro Wrestling. Et oui, 4ème position pour nos amis d'Orphan Headland avec l'album Unsung Prophet and Then Messiah. Je sais pas pourquoi je regardais ici parce que je le connais le nom de l'album, hein, donc voilà, un opus vraiment très beau avec une très très belle pochette. Vraiment les covers d'Orphan Headland sont toujours très soignés, très belles. On se demandait est-ce qu'Orphan Headland allait pouvoir devenir, maintenant qu'ils n'ont plus Yossi Sassi qui avait une grande responsabilité dans la composition des albums. Eh bien, qu'est-ce que ça donne Orphan Headland sans Yossi Sassi? Ça donne toujours du Orphan Headland. Ouf! Donc c'est toujours un métal orientalisé qui mixe le heavy avec le death, le prog, un peu tout en fait. C'est vraiment leur style propre, leur style à eux. Et c'est un opus qui se rapproche un petit peu de Maboul sans pour autant l'égaler. Je pense qu'Orphan Headland n'arrivera jamais à nous sortir une perle à la hauteur de Maboul. Mais c'est vrai qu'avec ce côté un peu plus extrême, on va dire, avec le retour des voix death et... pas des grands quand même, le retour des voix death un peu scandinaves. D'ailleurs, il y a le chanteur That's the Gate qui fait une apparition sur cet opus. Il y a pas mal de guests ici, il y a un Sinkush et tout. Steve Hackett également pour un très beau solo. Donc voilà, le fait que ce retour de voix death et ce côté extrême, ça se rapproche de Maboul. Au final, c'est un très grand disque qui nous sort là, avec de très très beaux titres, The Cave, Orpheus, Chains of Gravity. Donc vraiment un album qui est arrivé très tôt dans l'année et qui est toujours resté dans le top pour moi. Vraiment, c'est un moment où il était dans le top 3, mais bon, après du coup, il y a les 3 albums suivants qui sont arrivés. Troisième position pour un groupe français, Aorlac, l'Esprit des Vents. Alors Aorlac, c'est
Je suis pas fan de Black à la base, je suis pas fan de Black et j'ai le premier album d'Aorlac qui m'avait pas trop emballé, si ce n'est le titre Le Bûcher des Cathares, il me semble. Et sous les conseils d'un ami, je me suis mis à écouter Aorlac. Et j'ai écouté le premier titre, Alderica, et ça a été une claque directe. Donc, ça en est suivi l'écoute de l'album, et j'ai été charmé par ce black mélodique qui a une atmosphère bien sombre, très agréable, et qui a surtout, énormément de passages mélodiques qui sont à couper le souffle et qui sont très beaux, tout simplement. Chaque chanson, chaque break, chaque partie, mélodie à la guitare, mélodie au niveau de la voix, certaines parties chantées également, il y a énormément de parties qui sont très très prenantes et irrésistibles sur cet album. Donc voilà, c'est un album de black mélodique de très bonne facture, et je ne suis pas fan de black et de true black à la base, donc c'est vraiment un exploit que cet album me plaise. Et c'est vraiment du black, hein. Je ne dis pas ça parce que on pourrait dire ouais, c'est du black prog, du black shoegaze. Non, c'est vraiment du true black mélodique, on pourrait dire. C'est très bon, il faut l'écouter. Très jolie pochette également. Seconde position donc pour Riverside avec Wasteland, qui n'a pas de texte. Vous voyez cet espace blanc là? C'est moi qui ai oublié d'écrire le texte pour Riverside, c'est pas grave, on va faire ça. Hein. Donc Riverside, là aussi, pas mal de gens se demandaient ce qu'ils allaient devenir après la perte tragique de leur guitariste Piotr en polonais. Néanmoins, je pense que beaucoup de fans sont restés confiants et ils ont bien fait parce que Riverside nous ont sorti une fois de plus un album absolument somptueux basé sur un concept. Donc toutes les histoires, parce que je pense que chaque chanson fait partie d'une histoire, même si en travaillant un petit peu, on peut relier certains titres les uns des autres. Mais tout se passe dans un univers post-apocalyptique. Donc un truc genre Fallout et tout ça. Et déjà un des points forts de ce concept, donc de cet album, c'est que je trouve que Riverside nous laisse une très grande liberté d'interprétation pour les textes. Donc on sait que c'est un concept, on connaît le monde dans lequel se déroule l'histoire ou les histoires, et c'est à l'auditeur, au fur et à mesure des lectures des textes, à l'écoute de la musique, qui doit interpréter lui-même les paroles. Bon après, je pense pas qu'il y ait 3 milliards d'interprétations possibles, mais c'est vrai qu'on a cette liberté de pouvoir nous-mêmes appliquer des images, des situations, des personnages. D'ailleurs, je vais vous faire un petit... On va parler des chansons et puis je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'en pense. Du coup, il me faut l'album qui est ici. Donc, on va le prendre. Je vais casser le doigt là. Alors, déjà ça commence avec The Day After. The Day After, c'est une intro qui met vraiment l'ambiance et qui vous prépare l'auditeur à cet univers dans lequel on va mettre le pied. Donc c'est juste une atmosphère assez pesante, assez... pas macabre, mais assez dérangeante. On sent que quelque chose ne se passe pas bien. Et on a la voix qui va petit à petit passer avec un effet d'écho. Et ce à quoi ça m'a fait penser personnellement, et je crois qu'on retrouve ça dans Fallout, c'est comme si une caméra partait de l'abri de Fallout et allait tout doucement au travers des dédales de cet abri. Il y a certaines parties qui sont plus utilisées par les hommes depuis des années, donc on imagine que tout est sombre, cassé, qu'il y a des espèces de rats bizarres qui passent. Et petit à petit s'éloigner de cet espace sûr
de l'abri dans lequel le personnage chante, et c'est pour ça qu'il y a cet écho, c'est que la caméra fuit dans les couloirs et la voix se transforme en écho, jusqu'à arriver à une porte, excusez-moi, qui n'est plus accessible, et du coup on passe cette porte et on arrive dans le monde mais qui est totalement dévasté, et là on a vraiment une sensation de danger qui arrive, on peut le sentir dans la musique, et on imagine très facilement je sais pas, une imagerie, un décor de Fallout, c'est-à-dire un désert tout craquelé, des bâtiments détruits, peut-être un mutant qui commence à avancer, à rentrer petit à petit dans le cadre. Et écoutez cette intro et essayez d'imaginer cela, et essayez peut-être de retrouver cette cinématique de Fallout, et ouais, ça marche plutôt bien. What if it's not? If it's not meant to be, what if someone has made a mistake? What we've become, there's no telling. What if it's not? If it's not meant to be, what if someone has made a mistake? What we've become, there's no saying that. Maybe it's time to say that out loud. What we've become, there's no saying that. Maybe it's time to say that out loud. Après, on a des chansons où un père semble rechercher son fils. Il me semble que c'est Veil of Tears, qui est une espèce de ballade qui est un peu bizarre lors de la première écoute. Bizarre, pas vraiment bizarre, mais disons que ça casse un peu le rythme, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal avec Westland au début. C'est que les styles des chansons sont assez différentes, donc on peut avoir des chansons typiques Riverside et des ballades où on a juste une voix qui est un peu plus grave que d'habitude et juste quelques petites notes de musique. Mais c'est vrai qu'en réécoutant l'album, en se penchant sur les paroles, on arrive à apprécier ces titres, voire à les préférer aux autres. Donc comme je disais, Veil of Tears, il me semble que c'est un père qui recherche son fils, et on a ce que moi je trouve comme une réponse dans Lament, le fils justement qui essaye de rechercher son père. Tell me now, what is right, what is wrong? Where's the line between fear and total callousness? My heart's beating too fast, I'm trying to catch echoes of morality. Mais si je dois vous donner les plus belles paroles de cet album, c'est sans aucun doute River Down Below. Donc là aussi, interprétation assez libre, mais pour moi, je vois un couple, et donc c'est l'homme qui chante et l'homme mourant, et du coup, alors qu'il est sur le point de s'en aller, il décide de donner l'attention qu'il n'a jamais donnée à sa femme, c'est-à-dire il lui dit, voilà, pour le peu de temps qui me reste, je veux vraiment te connaître, parce qu'au final j'ai été égoïste tout au long de ma vie, je ne te connais pas vraiment, donc voilà, pour le peu de temps qui me reste, raconte-moi ton histoire, raconte-moi ta vie. Écoutez, lisez les paroles et dites-moi ce que vous en pensez, c'est très très beau. Le choix des mots, l'ambiance, etc. Donc dans cette chanson, on a cet homme qui donc désire finalement connaître sa femme. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et on a aussi son trépas, au moment où le chant s'arrête et où les instruments se font plus forts. Un très bel album, ce Riverside. Très très bel album. Linger beside me, you're all I have left. Tell me the story of your life. There's so much that I have got
find out. Until the next darkness arrives, I do not have too many requirements. Only one wish before you go, and before I crumble back into the dust. Take me to the river down below. Take me to the river down below. Donc musicalement c'est toujours d'une qualité indéniable, donc c'est un métal progressif qui est très subtil, qui est très fin, qui joue plus sur les atmosphères et sur les émotions que sur les prouesses musicales, et ça sonne vraiment comme du Riverside, même si ce regretté Peter, je vais dire Peter, j'arrive pas à le dire en polonais, n'est plus avec nous. Un album qui a failli être premier, mais du coup... Et oui, la première place c'est pour Rivers of Nihil avec Where Hold Know My Name. Il n'y a que des rivers dans les premières places. Donc du death technique de très haute facture qui emprunte un peu au prog, au gent, avec de très très belles atmosphères qui sont pas très tape à l'œil, elles sont sous-jacentes mais elles sont assez présentes pour attirer votre attention et puis pour vous captiver tout au long des morceaux, excusez-moi, je fatigue. Des voix d'aise, des voix claires, du saxophone, tout ça mélangé et tout ça pour une osmose parfaite, une très bonne musique, un très bel album. Je vais pas trop m'étaler parce que si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir aller voir ma chronique. Et du coup, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, sachant que voilà, j'ai un peu hésité entre est-ce que c'est Riverside le meilleur album ou Rivers of Nihil. Mais le truc c'est que Rivers of Nihil, je n'ai pas eu à me forcer entre guillemets pour l'apprécier. Pour Riverside, je vous disais qu'il y avait quelques titres, les ballades ou encore le morceau instrumental qui est typé très Riverside, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui déçoit un peu parce que bon, on s'attend à avoir des voix, on s'attend à avoir quelque chose d'un peu plus direct, si j'ose dire. Tiens, je fatigue vraiment. Tandis que Rivers of Nihil, j'ai apprécié directement dès la première écoute, donc c'est pure justice qu'il soit numéro 1 et je ne regrette pas du tout. J'espère que vous appréciez aussi cet album, il est très bon. Voilà, cet épisode de Metal Hunter, c'est à présent terminé. Mon top 10 de 2018. Je vous encourage à laisser vos top 10 parce que ça m'intéresse et parce que vous savez très bien que je les utilise pour mon blog parce que je fais des classements pour savoir quel est l'album qui finit en tête. Je laisserai l'adresse de mon blog dans la description. Allez y jeter un coup d'œil. Laissez vos top 10, ou vos top 5, ou vos top 3, n'importe quoi. Mais donnez-moi des top 10 dans les commentaires. Allez-y, donnez-moi en plein. Sachant que l'année dernière, l'album qui était arrivé en première position, c'était Septic Flesh Codex Omega. Bon, c'est pas... alors ça, ce match-là, il est... Merde, tu le truc dans le café, quoi. Ça, il était génial. Regardez. Ce match était vraiment très bon. Will Ospreay contre Kota Ibushi. Génial. Regardez. Oh là là. Bon, Septic Flesh, Codex Omega, je disais donc. Ce qui ne m'a pas trop étonné parce que Septic Flesh, c'est un peu un des groupes chouchous des métalleux. Vous savez, il y a des groupes comme ça que dès qu'ils sortent un album, tout le monde devient fou. Enfin, tout le monde. Vous voyez, la punition divine. J'étais en train de râler et puis, comme par hasard, plaf, plus de batterie pour l'appareil. Donc, vas-y, on va chercher des câbles, on tire tout pour le recharger pendant qu'on filme. Donc, c'est un bordel. Voilà, donc, vous voyez, c'est ça là. Mais partout pareil, ça me rappelle le Gange. Donc ouais, Septic Flesh, donc
Ouais, non, allez, l'album est sympa, on va dire, mais le truc c'est qu'ils ont toujours la recette, la même recette qui se répète dans le mauvais sens du terme. Et moi je suis resté coincé à Communion. Donc voilà. Et tout ce que j'avais à vous dire, n'oubliez pas de me laisser vos top 10, vos top 5, tout ce que vous voulez. Et puis, ben ouais, on se retrouve pour une prochaine émission de Metal Hunters. Sur ce, stay metal! Bon ben voilà, tout est propre maintenant. Tu peux tout s'arranger, c'est cool ça. Oups. Faut que je change pas mal de trucs pour 2019. Ouais, pas mal picolé pour le Wrestling Kingdom. Enculé quoi.